Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Sous le dernier épisode des pays qui existeront dans 20 ans, vous m'avez de nombreuses fois demandé un nouvel épisode, donc le voici. On va voir 5 territoires qui pourraient peut-être devenir indépendants dans un futur proche. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Commençons en parlant d'un territoire francophone, et pas n'importe lequel, le Québec. Mes amis québécois, vous avez été très nombreux à vouloir que je parle de l'indépendance de votre région. Et j'avoue qu'en tant que Français, je connaissais pas grand chose sur l'indépendance du Québec, mis à part la fameuse phrase de Charles de Gaulle, « Vive le Québec libre ». Sauf que le souverainisme au Québec, c'est vieux. À partir du moment où les Britanniques ont conquis l'ancienne colonie française de la Nouvelle-France, les francophones ont voulu garder leur culture et la langue française. Mais vous vous doutez que les Anglais n'étaient pas trop dans leur plan, et les anglophones bloquèrent systématiquement les projets francophones au profit de l'anglais. Ce qui mènera à l'insurrection et à la rébellion des Patriotes entre 1837 et 1838 entre francophones et anglophones, ce qui se soldera par une grosse défaite des Canadiens français considérés comme une race inférieure par rapport aux Britanniques. L'indépendantisme est mis en sommeil jusque dans les années 60, avec la Révolution tranquille, qui marque le retour du souverainisme. C'est l'avènement de différentes réformes et le développement de partis autonomistes québécois, dont le Parti libéral du Québec et l'Union nationale. Alors ici, il faut différencier les autonomistes, qui souhaitent une autonomie plus grande au sein du Canada, les fédéralistes qui veulent rester comme aujourd'hui et les indépendantistes qui veulent devenir un pays à part entière. Le parti indépendantiste au Québec, c'est le Parti québécois de René Lévesque qui veut l'indépendance tout en restant associé au Canada. Et je ne le savais pas personnellement, mais il y a déjà eu 2 référendums sur l'indépendance du Québec. Et vu qu'ils font encore partie du Canada, vous vous doutez des résultats. En 1980, c'était 60% contre 40% pour, et en 1995, ça s'est joué à 1%, 50,6% contre 49,4% pour, soit moins de 60 000 voix d'écart sur 4,7 millions de votes, c'est infime. Et depuis, le train de l'indépendance semble être passé. Selon différents sondages, les pro-indépendance sont de moins en moins nombreux, depuis 2005 ils sont minoritaires, et lors du dernier sondage en juin 2022, ils ne sont plus qu'un tiers à vouloir l'indépendance de leur province. Mais alors pourquoi ce déclin? Déjà car il y a de plus en plus d'anglophones au Québec, et les francophones, eux, ne voient pas vraiment le souci de rester au Canada, tant qu'Ottawa reconnaît les différences de la province, le développement du français par exemple, il n'y a pas vraiment de souci. Justin Trudeau, le premier ministre canadien, souhaite même reconnaître la nation québécoise dans la constitution canadienne. Puis une indépendance séparerait les provinces canadiennes de Terre-Neuve et Labrador, de l'île du Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse du reste du Canada. Faudrait aussi retracer les frontières, surtout qu'il y a un conflit frontalier avec le Labrador, et les indigènes qui vivent au nord du Québec, eux ils sont pas spécialement pour, enfin bref ça serait un peu le bordel. Si vous êtes québécois, n'hésitez pas à me dire votre point de vue dans les commentaires, et si vous voulez en apprendre plus, je vous mets un lien du Parti québécois dans la description expliquant comment se déroulerait selon eux l'indépendance du Québec. Cette série est aussi l'occasion de voir des mouvements indépendantistes très peu connus, comme celui sur l'indépendance de la Papouasie occidentale. Voici l'île de Nouvelle-Guinée. À l'est, vous avez la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays indépendant, et à l'ouest, vous avez l'actuelle Papouasie occidentale, contrôlée par l'Indonésie depuis 1963 et le départ des Pays-Bas de la région. Parce que oui, l'Indonésie est une ancienne colonie néerlandaise jusqu'en 1949 et l'indépendance poussée par le leader indonésien Sukarno. Cependant, lorsque les Pays-Bas s'en vont en 49, ils gardent quand même la Papouasie occidentale, car pour eux, l'Indonésie et la Papouasie sont 2 choses différentes. Pour garder la main, ils promettent au peuple papou l'indépendance, mais en 1961, Sukarno, il l'entend pas de cette oreille et il lance la récupération de la Papouasie, après 10 ans de discussions infructueuses. Les Néerlandais pensent qu'ils seront soutenus par les Américains, mais les Américains, eux, ils voient que Sukarno, il commence à fricoter avec l'URSS. Donc pour éviter que l'Indonésie se tourne vers le bloc communiste, les Américains mettent un gros coup de pression aux Pays-Bas, qui donnent la Papouasie occidentale à l'ONU, qui la cède à l'Indonésie en 1963. Bon, l'ONU, il cède pas des territoires controversés comme ça, la contrepartie c'est un référendum sur le maintien de la Papouasie occidentale dans l'Indonésie. Mais en 1969, le référendum devient un vote d'un millier de chefs de guerre papous qui sont contraints de voter le maintien dans l'Indonésie à l'unanimité, un vote jugé valide par l'ONU, et donc les Indonésiens récupèrent tranquillement le territoire aux grandes dames des Papous. On peut se demander pourquoi les Indonésiens veulent récupérer cette région peu peuplée et si loin de Jakarta. Eh bien c'est tout simple, on retrouve d'immenses réserves de gaz, de pétrole, d'or, de cobalt, de nickel, de cuivre, de bois rares, etc. dont la mine de Grasberg, gérée par l'américain Freeport-McMoRan, qui est juste la plus grande mine d'or de la planète. Et aussi le premier contributeur de l'État indonésien, ce dernier n'hésitant donc pas à filer les gisements à des étrangers, dont également les Britanniques de BP pour le pétrole offshore, le tout en déforestant et en polluant les terres. Alors, depuis 1965, les Papous se battent pour l'indépendance, avec l'Organisation pour une Papouasie libre. Ils ont d'ailleurs leur propre drapeau, constitution, gouvernement en exil, et ils mènent une guérilla
comme ils peuvent parfois à la lance face aux armes de l'armée indonésienne. D'ailleurs, en parlant de l'armée, elle est hyper présente en Papouasie occidentale. On retrouve un militaire pour 100 habitants et ils ont commis de nombreuses exactions contre les Papous, comme raser des villages, commettre des meurtres. On parle de plus de 100 000 morts depuis le début de la guérilla. La répression est hyper violente car il y a de nombreux mouvements sécessionnistes en Indonésie et la force a été la seule solution trouvée pour éviter que le pays se disloque. Et depuis quelques temps, les Papous se font remplacer par des Javanais dans la région, ces derniers s'installant en masse au vu des opportunités proposées par le gouvernement et donc le mouvement indépendantiste perd de son ampleur. Ce conflit n'est pas du tout médiatisé car les journalistes et les ONG n'ont pas le droit de s'y rendre et que les Américains laissent les Indonésiens tranquilles, ces derniers étant des alliés économiques importants. Aujourd'hui, les Papous espèrent toujours la création d'une république de Papouasie occidentale devenant le premier état vert du monde et un modèle des droits de l'homme. Cependant, ça paraît très compromis par la puissance indonésienne et l'assimilation des Papous dans la population du pays. Pour le troisième territoire de la vidéo, on va retourner en Europe pour parler de la Padanie. Car oui, les envies d'indépendance n'arrivent pas uniquement dans des pays instables, mais aussi dans des pays plutôt riches. Car ici, la Padanie se trouve en Italie et comprend une grande partie du nord du pays. Ce territoire est un concept créé par le parti populiste de la Ligue du Nord en 1996, avec comme objectif une plus grande autonomie pour le nord de l'Italie, voire l'indépendance. Il possède un drapeau, le soleil des Alpes, ainsi qu'un parlement du Nord et un hymne national. Mais alors pourquoi vouloir devenir indépendant? La Ligue du Nord explique que le territoire a des ancêtres chez les Celtes, qui possèdent une culture padane propre, blablabla, mais globalement, c'est du bullshit. Car la Padanie, c'est un terme géographique napoléonien du XVIIIe siècle, donc les Celtes y repassons plus tard, donc ça repose sur aucune base historique, mais plutôt sur une histoire de gros sous. Les dirigeants de la Ligue du Nord, dont le créateur de la Padanie, Umberto Bossi, veulent surtout une décentralisation du pouvoir italien vers le nord du pays, qui est plus riche que le reste, avec des villes comme Turin ou Milan. Les Italiens du Nord ne veulent pas se mélanger avec les Italiens du Sud, arriérés selon eux. Alors, on peut se dire que cette partition d'Italie n'arrivera jamais. Mais le doute reste permis. La Ligue du Nord est un des plus grands partis italiens, troisième des dernières élections générales. D'ailleurs, son président, c'est Matteo Salvini, ancien ministre de l'Intérieur. Et lors de différents sondages dans les années 2010, on parle de 61% des habitants du nord de l'Italie pour l'indépendance de la Padanie, mais dans le même temps, 55% des Italiens pensent que la Padanie, c'est une invention politique de la Ligue du Nord. Verra-t-on un jour une Italie séparée en deux, entre le nord et le sud? Ça paraît quand même assez peu probable. Mais bon, avec les Italiens, il ne faut jamais dire jamais. En 2017, s'est tenu 2 référendums pour l'indépendance en Vénétie et en Lombardie. Le oui l'a emporté dans les deux régions avec plus de 96% des voix. À suivre donc. Alors là, on va voir un autre territoire dont vous m'avez beaucoup parlé dans les commentaires de ma dernière vidéo sur les pays qui existeront dans 20 ans, la Kabylie. C'est une région qu'on retrouve au nord de l'Algérie, entre Constantine et Alger, la Kabylie étant le territoire du peuple kabyle, qui sont des Berbères, les Berbères étant un groupe ethnique autochtone d'Afrique du Nord connu depuis l'Antiquité. Mais le souci des Berbères, c'est qu'ils ne possèdent pas leur propre État. On en retrouve du Maroc à l'Égypte jusqu'au Burkina Faso, ainsi que plus de 2 millions en France. Bonjour à vous si vous regardez cette vidéo. Et donc, l'endroit où l'on retrouve la plus forte implantation d'une population berbère, c'est en Kabylie, avec plus de 8 millions d'habitants, dont une forte majorité kabyle. La Kabylie est une région à part en Algérie, déjà parce qu'ils ne parlent pas arabe, mais le kabyle, une langue berbère, et qu'ils utilisent l'écriture tifinagh, qui est extrêmement particulière. Là, par exemple, vous avez des panneaux en arabe, en tifinagh et en français. Et ensuite, parce que la Kabylie possède sa propre culture, architecture, etc. Bon, revenons à l'indépendantisme. Depuis 1980 et le printemps berbère, les Kabyles souhaitent la reconnaissance d'une langue berbère en Algérie. Et en 2001 a eu lieu le printemps noir de Kabylie, émeute du peuple kabyle contre l'arabisation de plus en plus forte de leur communauté. Émeute bien évidemment réprimée par le pouvoir et tuant minimum une centaine de personnes. C'est lors de ces émeutes qu'apparaît le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, avec comme objectif l'organisation d'un référendum d'autodétermination en Kabylie. En 2013, ils forment un gouvernement provisoire en exil à Paris et un président est choisi, Ferhat Mehenni. En 2014, ils organisent un vote sur le drapeau qui représentera la Kabylie et celui-ci a été choisi et ressemble beaucoup au drapeau berbère. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais lors du premier épisode de cette série, j'avais parlé du Sahara occidental au Maroc, soutenu par les Algériens. Et bien ici, c'est tout l'inverse. Le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie est financé et soutenu par le Maroc, ce qui tend encore plus les relations entre les deux voisins. Le mouvement étant même classifié comme une organisation terroriste en Algérie. La Kabylie sera-t-elle indépendante? C'est encore une fois très compliqué, du fait de son positionnement central en Algérie, et aussi parce que le mouvement n'est pas tellement suivi que ça au pays, mais plutôt à l'étranger, et qu'une minorité de Kabyles souhaite l'indépendance. Beaucoup ne sont pas vraiment dérangés de faire partie de l'Algérie. Si vous êtes kabyle ou algérien, n'hésitez pas à me dire pourquoi la Kabylie doit être indépendante ou pas dans les commentaires.
Finissons cette vidéo en retournant en Amérique du Nord. Est-ce que vous connaissez ce drapeau? Si oui, vous êtes vraiment très fort. Pour les autres, voici le drapeau de la Cascadie. Le nom de ce territoire vient de la chaîne de montagnes des Cascades qui traverse l'ouest américain du nord de la Californie au Canada. Et ça tombe bien qu'on parle un peu de nature, car la Cascadie est avant toute chose indépendantiste. C'est une biorégion qui s'étale de l'Alaska jusqu'à l'Idaho et la Californie. Une biorégion, en gros, c'est un territoire dont les limites ne sont pas des frontières politiques, mais des limites géographiques prenant en compte les écosystèmes. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la Cascadie? C'est un territoire un peu indépendantiste qui résulterait de l'union des États américains de l'Oregon et de Washington avec l'État canadien de la Colombie-Britannique. Ce mouvement indépendantiste est poussé par le courant du biorégionalisme. Ce dernier a pour objectif la sauvegarde de l'environnement, la consommation de produits locaux et renouvelables, l'autosuffisance, la diversité. Ils veulent donner la souveraineté aux communautés indigènes de la région et ainsi de suite. Vraiment tout l'opposé du modèle industriel américain actuel. Ce concept est apparu dans les années 60 et le territoire qui colle le plus à cette idée aujourd'hui, c'est la Cascadie. Selon différents sondages aux États-Unis et au Canada, 40% des habitants de la région sont pour la formation de la Cascadie et ils sont 66% chez les jeunes entre 18 et 34 ans. Mais vous vous doutez, c'est pas qu'une question écologique. On est dans un cas semblable à la Padanie. Les habitants du territoire sont très éloignés des prises de décision, sont peu représentés à l'échelle de leur pays et se sentent plus proches de leurs voisins frontaliers que du reste de leur propre nation. 54% des habitants de Colombie-Britannique se sentent proches des habitants de l'État de Washington et moins de 3% se sentent proches des habitants de Toronto ou de Montréal. La Cascadie a-t-elle une chance d'apparaître un jour sur la carte du monde? Ce n'est pas forcément l'objectif. Je m'explique. Alors oui, aujourd'hui, le territoire est représenté politiquement par le Cascadia Independence Party, mais une partie du mouvement est apolitique et veut juste faire parler d'elle, de la crise écologique actuelle, sans vraiment se détacher. Cependant, et au vu de l'urgence climatique, la Cascadie risque de gagner rapidement de nouveaux adeptes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur des pays qui existeront peut-être dans 20 ans. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un 4e épisode de cette série dans les commentaires. Vous pouvez également aimer la vidéo, vous abonner, c'est gratuit, et venir me voir sur mes réseaux sociaux. À la prochaine dans la Géozone. Ciao! Not really, no.